Au niveau de cette session, petite erreur, session 3, pas session 2, on va parler de thématiques SQL, on va parler de cartes et impressions, donc avec des signes géospatiaux et des mises en page. On parlera également de requêtes SQL, de volume de débordement, événements de calage, analyse de perte de retour et stockage dans le réseau. A priori, on peut avoir l'impression que c'est pas mal sur du réseau urbain, mais il y a des choses quand même qui sont finalement mixtes sur urbain fluvial. Donc on va passer sur l'outil directement. Donc je vais couper ma webcam histoire que vous y voyez quelque chose. Donc, la première chose dont je voudrais vous parler, ce sont les thématiques SQL. Donc, on fait souvent des analyses de résultats par des thématiques. On va regarder des débordements, des inondations, des débits, tout ce qu'on veut. Et l'idée de la thématique SQL, ça va être d'avoir une information un petit peu plus fournie. C'est-à-dire faire des analyses sur des variables qui n'existent pas en tant que telles et qu'on va pouvoir créer nous-mêmes. Donc, un exemple très concret sur de l'urbain va être, par exemple, de pouvoir voir le remplissage de la conduite ou, par exemple, la capacité, à savoir si la conduite atteint 80% de la capacité, 90%, 100%, 150%, etc. Donc, c'est quelque chose qui, de base, n'est pas là. Donc, on va voir comment le faire. Donc, on va dans les propriétés comme on le fait habituellement. On va parler ici donc de conduite. Donc, on va dans le thème des conduites. On va rajouter un nouveau thème. Donc, habituellement, on va aller chercher un champ. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit bouton SQL et on va créer une nouvelle expression. Donc, j'ajoute une nouvelle expression. Je vais l'appeler remplissage, tout simplement. Et on va voir de quoi écrire une nouvelle expression. Donc, le but, c'est d'utiliser des variables existantes, donc que ce soit des résultats ou que ce soit des attributs propriétés de l'objet en question. Donc ici, on veut regarder le débit, comment est-ce qu'il va atteindre la pleine capacité. Donc on va regarder le ratio débit sur pleine capacité et potentiellement le mettre en pourcentage. Donc comment ça fonctionne? Un peu comme les requêtes SQL, donc on a l'objet, donc on n'a que des conduites puisqu'on est sur le thème des conduites. On va regarder des types de champs, à savoir très simplement, normal, ce sont toutes les propriétés de l'objet. Sim, ce sont tous les résultats de la simulation et on a d'autres choses qui sont en rapport avec les objets reliés à cet objet-là. Donc, relié à une conduite, on va avoir un nœud amont, un nœud aval. Donc, si je veux regarder le ratio débit sur pleine capacité, je vais aller dans Sim puisque le débit, c'est un résultat d'une simulation. Je vais aller chercher le USDB pour le débit amont et je vais diviser par la pleine capacité. Donc, je vais aller chercher dans les champs propriétés la pleine capacité. Si je veux que ce soit un pourcentage, je vais le multiplier par 100. J'ai simplement écrit cette expression. Donc là, on fait quelque chose de simple. On peut créer des expressions beaucoup plus complexes. Le but, c'est vraiment de comprendre que s'il vous manque un critère d'analyse dans vos résultats, vous pouvez créer vous-même votre propre variable pour faire votre analyse. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, une fois qu'on a notre expression qui est créée, simplement, on va avoir donc la thématique qu'on va pouvoir finir de créer. Donc ici, on va se mettre en valeur absolue puisqu'on a des débits négatifs. Et le but est de voir au niveau de la capacité comment on est. Donc on peut choisir ensuite les valeurs qu'on va mettre. Donc par exemple, quand on est à 50%, quand on est à 80%, à 90%, quand on est à 100%. On va choisir le thème que l'on souhaite mettre. Alors, une belle rampe de couleurs, de préférence. Voilà. Et on va appliquer notre thème. Pour que vous y voyez mieux, je vais quand même rajouter une largeur de conduite un peu plus épaisse. Et ça va nous permettre ici de visualiser lors de la simulation les remplissages des conduites. Donc on peut également regarder sur les maximums. Et quand on va aller voir une conduite un petit peu plus spécifique, donc si je remets ici mathématiques, si je vais regarder ici ma conduite en orange,
On va regarder dans les résultats, on va avoir donc le dédiamant ici. Non, je suis sur la vitesse, pardon. On est à 0,085 et si on regarde la pleine capacité, on est à 0,103. Donc on est à peu près à 80% de la capacité, ce qui correspond à notre trait orange. Donc voilà un premier exemple de thématique SQL. Un deuxième exemple qui vous servira autant en fluvial qu'en urbain, ça va être sur des thématiques 2D. Alors, je le fais sur du 2D, mais ça peut très bien être sur n'importe quel type d'objet. L'idée va être de comparer deux simulations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une deuxième simulation comme comparaison. Donc, dans mon géoplan, j'ai deux simulations qui sont ouvertes. L'idée va être de comparer des hauteurs d'eau, donc entre la première simulation et la deuxième simulation. Donc, je le fais ici sur du 2D. C'est totalement possible puisque j'ai le même maillage, donc j'ai les mêmes numérotations d'éléments de maillage. Si vous remaillez sur deux simulations, cette thématique-là en SQL ne fonctionnera pas. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut faire sur des conduites, sur des nœuds, etc. Donc, le principe est le même. On va dans les propriétés et thèmes. Je vais sur ma zone 2D. Je vais créer un nouveau thème et je clique sur ma requête SQL. J'ajoute une nouvelle expression. Donc, simplement, j'ai dit que je regardais la différence des hauteurs d'eau. Donc, je mets H1 moins H2. Donc, ça, c'est le nom de mon expression. Et je vais ensuite créer mon expression. Donc, la différence, comme j'ai deux simulations qui sont dans mon géoplan, ici, j'ai sim1 et sim2. Enfin, sim et sim2, qui correspondent au résultat de la première simulation et de la deuxième simulation. Donc, je vais aller regarder le champ hauteur de la première simulation, moins le champ hauteur d'eau de la deuxième simulation, et simplement, j'ai créé ma nouvelle expression SQL. Donc, on pourrait très bien faire la même chose sur le niveau dans des regards. Une fois qu'on a fait ça, on attend que ça charge. Ici, elle me calcule un petit peu les valeurs d'abord. Et on va pouvoir créer du coup la thématique. Ce qui est très important sur vos thématiques de comparaison, ça va être l'intervalle où vous allez mettre le 0. Je rappelle qu'ici, cette ligne-là définit la valeur entre 0 et la valeur suivante. Donc, si je veux vraiment que ça s'affiche, je pense que j'ai une hauteur d'eau qui est vraiment similaire, je vais devoir mettre une très petite valeur en champ suivant. Donc, par exemple, si je prends 1 cm pour dire que 1 cm d'écart, je considère que je n'ai pas trop de problème. Et après, on va remplir ces rampes de valeurs. Donc, moins 0,1. Je n'ai pas fait quelque chose totalement en miroir, mais c'est totalement possible. Et l'idée ensuite va être donc d'avoir des rampes de couleurs avec une couleur vraiment qui change lorsque vous êtes sur le 0, pour que ce soit bien visible. Et là, donc, on aura des couleurs rosées lorsque la deuxième simulation donnera des hauteurs d'eau plus grandes et des couleurs plutôt bleu-violette lorsque la première simulation donnera des hauteurs d'eau plus grandes. Donc, a priori, période de retour 100 ans sur la première simulation, période de retour 10 ans pour la deuxième simulation. On devrait plutôt avoir du bleu et du violet. Et donc, vous pouvez voir ça soit en dynamique, en faisant le jeu de la simulation. Donc, on avance un petit peu, hein. Soit vous pouvez le voir également sur les maximums. Donc, voilà un petit peu le principe des thématiques SQL. Le but étant vraiment de vous créer vos propres variables d'analyse en plus de ce qui existe déjà. Maintenant qu'on a parlé de thématiques SQL, je vais passer au deuxième sujet, qui est les cartes et les impressions. Donc, la première chose que je voudrais vous montrer, ce sont les signets géospatiaux. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un signet géospatial? Un signet géospatial, c'est l'enregistrement d'un zoom à une certaine zone. Donc, tout simplement, quand vous êtes dans le géoplan, vous avez des positions enregistrées, qui sont ces signets géospatiaux. Vous allez pouvoir créer des vues, des positions enregistrées par rapport à la vue courante, par rapport à des sélections, par rapport à des coordonnées. Donc, si je vous donne un exemple ici, je vais zoomer un endroit. Je vais créer par rapport à la vue un nouveau signet géospatial.
du test 1. Si je me décale et que je veux revoir cette vue-là, donc soit je retourne donc, dans le gestionnaire des positions, soit j'ouvre ici la fenêtre des signaux géospatiaux. Donc pour l'ouvrir, c'est toujours dans le menu fenêtre. Vous avez ici la fenêtre des signaux spatiales et vous pouvez cocher la vue que vous voulez voir. Et du coup, vous remettez à l'endroit qui était enregistré. Ce qui est intéressant, c'est quand vous allez faire, par exemple, des comparaisons de scénarios, etc., vous allez pouvoir rapidement revenir au même endroit, soit vers un screenshot, comme beaucoup le font, soit aller plus loin et faire de la mise en page, comme je vais vous montrer par la suite. Donc, une petite astuce que j'ai trouvée également pour faire des pseudo-atlas. Alors, je dis pseudo-atlas puisque quand on fait un atlas de cartographie sur des SIG, tout est automatisé, c'est très rapide, très facile. On n'est pas aussi performant ici dans ICEM, mais pour faire de petites cartes, ça peut être assez utile. Donc, le principe, je vais montrer sur le réseau, c'est que j'ai créé en fait des polygones, donc qui sont des rectangles hein, tout simplement. J'en ai créé 5, donc un qui englobe tout et 4 pour diviser ma vue en 4 morceaux. Ensuite, j'ai créé en fait des signes géospatiaux depuis ma sélection. Donc, si je sélectionne le polygone 2, ici, je crée à partir de la sélection ma vue numéro 2. Et donc, si je mets vue numéro 2, ça zoome sur l'objet sélectionné. Donc, l'idée dans tout ça, ça va être de créer une sorte de carte. Alors, je voudrais vous montrer le rendu qu'on peut avoir. Donc, voilà le type de carte qu'on peut créer. Donc, on peut créer des pages de garde avec un logo, un titre, mettre automatiquement les noms des réseaux, mettre le nom des simulations, des légendes, etc. Et on va pouvoir créer différentes. Le but, ça va être de créer ce mini-atlas. Et potentiellement, vous pouvez par la suite créer finalement plus qu'un atlas, faire des rapports, puisque vous pouvez ajouter des courbes, des profils en long, etc. Donc ici, on a un réseau, un résultat. Ce résultat, si on regarde ici dans les positions enregistrées, on n'a pas de signet géospatial à part celui que j'ai créé en test tout à l'heure. Donc ici, ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut exporter et importer les signets géospatiaux. Donc je les ai exportés sur celui-ci que j'avais créé et je vais les réimporter là très rapidement. Ici, c'est le cas puisque ma simulation a tourné bien avant que j'ai créé mes signets géospatiaux dans mon réseau. Donc, plutôt que de relancer ma simulation, parce que si votre simulation est lourde et longue, vous n'avez pas forcément le temps, vous pouvez tout simplement ici importer les signets géospatiaux qui étaient là et on retrouve la vue 1, la vue 2, la vue 3, la vue 4, etc. Donc, lorsqu'on va créer en fait une mise en page d'impression, donc on nous demande l'imprimante, si on veut en paysage, en portrait bien évidemment. Donc moi j'ai un template déjà prédéfini. Mais si je veux en créer un nouveau, on va avoir quelque chose de vide. Et le principe, ça va être de glisser simplement des boîtes, donc des zones de texte, par exemple, de mettre une image, donc on va après changer d'image, etc., etc. Vous pouvez également mettre des géoplans. Donc, soit vous mettez un template avec un géoplan vide, et après, vous allez glisser en fait les géoplans qui sont ouverts dedans. Soit vous glissez directement un géoplan qui est ouvert et ça vous met une nouvelle fenêtre. À chaque fois, pour paramétrer un type d'objet, il faut simplement double-cliquer dessus et ça va ouvrir des paramètres. Donc là, on va pouvoir charger l'image, etc. Ce qui est intéressant en fait sur les géoplans, quand vous double-cliquez là-dessus, quand vous allez regarder l'échelle, vous avez le choix soit de le relier à la vue actuelle du géoplan, donc ça peut être très intéressant hein, d'avoir quelque chose d'assez dynamique, soit vous rentrez vous-même votre échelle, soit vous vous mettez directement sur
un signé géospatial ou sur tout le réseau. Et ça va vous permettre d'ajuster la vue. Et c'est comme ça qu'on fait pour créer un petit peu son template. Donc, je vais vous montrer sur quelque chose qui est déjà créé. Hop. Donc, lorsqu'on va ouvrir un template, si on n'a pas de réseau qui est ouvert, on va voir simplement des pages vides sans réseau. On va du coup devoir ouvrir un réseau pour avoir des pages qui vont s'ouvrir. Je vais appliquer des thématiques, le remplissage des conduites par exemple, et je peux rajouter également des étiquettes si on le souhaite. Donc, je rajoute une étiquette. Sur cette étiquette, je vais rajouter un autre champ, n'importe lequel au pif. Hop, hauteur de débordement. Je ne sais pas si ça déborde, mais voilà. Et je vais vouloir créer ma carte. Donc, pour que ça fonctionne, si vous avez préenregistré des pages avec des signés géospatiaux, vous avez quelque chose de rouge. Tout simplement parce que ici, moi, je lui ai dit d'utiliser un signet géospatial qui n'existe pas. Donc, comme je l'ai montré auparavant, on va rajouter en 3 clics le signet géospatial. Et quand je vais rafraîchir, ici, je retrouve à chaque fois simplement toutes mes pages avec mes cartes. Donc, soit on le fait dans ce sens, et du coup, c'est assez fastidieux, il faut le dire. Soit on le fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va fermer la cartographie et on ouvre d'abord le réseau, et après, quand on ouvre la carte avec le template, ça va directement reprendre en fait tous les éléments dessus. Une fois que tout est prêt, donc c'est à chaque fois la même chose, hein, quand vous allez créer un graphique, j'en mets un au pif, vous allez dans la carto avoir la possibilité d'ajouter votre graphique, etc., etc. Une fois qu'on est content, on va cliquer sur impression, on va imprimer toutes les pages et ça va générer votre PDF. Donc, il y a un petit temps de génération du PDF, mais du coup, on se retrouve avec des PDF qui peuvent ressembler à ceci. Donc, ça ne remplace pas un outil SIG, mais ça peut être assez utile si vous voulez être assez rapide dans vos générations de cartes. Rapidement, avant de passer le flambeau à Malo pour qu'il vous parle d'autres outils d'analyse de résultats, je vais vous parler de requêtes SQL. Donc, on l'a mentionné sur les 2 dernières sessions. Les requêtes SQL sont des choses très, très puissantes. Le but ici, c'est pas de vous montrer comment créer une requête SQL, on en aurait pour 3 heures, je pense, sinon, mais c'est que vous compreniez que lorsque vous cherchez à analyser un résultat, que vous cherchez à faire des choses, souvent, on peut passer par la requête SQL. Un exemple en urbain très, très simple, c'est par exemple de savoir, de sélectionner des conduites qui dépassent un certain seuil de débit pendant une certaine durée. Donc, analyser comme ça, savoir quand est-ce que c'est, comment les sélectionner, ça paraît pas évident. Alors, ça, c'est un réseau. Donc là, j'ai créé une requête SQL assez simple pour dire me sélectionner toutes les conduites qui ont un débit de plus de 150 litres pendant plus de 10 minutes. Donc, j'active ma requête SQL et ça va me sélectionner automatiquement mes conduites et après, je vais pouvoir faire ce que je veux. Il existe d'autres requêtes SQL qui sont encore plus puissantes, qui permettent, par exemple, de générer des tableaux avec des valeurs. Donc, c'est le cas ici pour une pompe où on va définir la durée de fonctionnement de chaque pompe. Donc là, j'ai qu'une pompe dans le réseau, mais je vais avoir une liste, ça va me générer une liste avec la liste de toutes les pompes et la durée en minutes du fonctionnement de la pompe, etc. On peut créer énormément de choses. Donc, il existe des choses pour le fluvial, pour l'urbain.
Alors, pour le fluvial, on est plutôt sur, je dirais, des modifications de réseau, mais on a également la possibilité d'avoir des choses automatiques pour exporter des fichiers. Donc, exporter votre section à travers, exporter pourquoi pas des résultats. On a d'autres choses qui sont disponibles, mais il y a pas mal de puissance dans ces requêtes SQL. Vous allez vraiment pouvoir faire énormément de choses. Et vraiment, ne soyez pas bloqués à poser des questions au support. Et il y a de fortes chances parfois que ce soit possible avec une requête SQL. On ne vous demandera pas de l'écrire tout seul. On le fera pour vous, on le fera avec vous. Innovize le fera pour nous s'il y a besoin. Mais normalement, vous ne devez pas être bloqué par rapport à ça. Donc, je vais passer la main à Malo et qui va continuer à vous présenter d'autres trucs et astuces pour analyser vos résultats. Et n'hésitez pas à poser des questions, soit tout de suite, on y répondra après, soit à prendre la parole à la fin de la session. Moi, je vais vous parler je vais aller un petit peu plus. Je vais aller un petit peu plus sur les résultats urbains notamment. Donc, je voulais déjà vous présenter un premier outil qui permet, qui est un peu méconnu et qui pourtant est hyper utile parce qu'en général, c'est la chose qu'on a besoin de faire quand on fait une analyse de réseau, notamment pour ce qui est des temps pluvieux, temps humides. Ça va être les volumes de débordement et les nœuds de débordement. C'est très simple de récupérer les points ayant débordé pendant une simulation, ainsi que les volumes correspondant à chaque point. Donc pour ça, vous pouvez simplement aller dans rapport tabulaire, donc résultat, rapport tabulaire, dès que vous avez ouvert un réseau, une simulation, et sortir les rapports des volumes d'inondation. Donc on choisit la simulation qu'on veut observer, on peut même en mettre plusieurs si besoin. Je crois que ces simulations-là ne débordent pas. Et on voit en fait tous les nœuds où on va avoir un débordement et le volume associé à ce débordement. On voit que mes autres simulations là n'ont pas débordé. Lorsqu'on sélectionne ces nœuds-là, on peut également les voir dans notre réseau. C'est quand même assez intéressant de pouvoir visualiser aussi où se passe le débordement. Et donc voilà, donc c'est une manière vraiment très rapide de pouvoir récupérer des résultats sur les débordements des nœuds. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc c'était un objet qui s'appelle l'événement de calage, qui n'est pas forcément utilisé, que j'essaye maintenant de montrer à chaque formation que je peux faire. Donc c'est un objet de la base de données hein, qui s'ouvre, qui se crée à partir d'un clic droit dans un groupe modèle et qui s'appelle désormais événement de calage. Autrefois, ça s'appelait relevé de débit ou flow survey en anglais. Donc l'événement de calage, c'est un espèce de répertoire dans lequel qu'on va en fait nommer comme la période de notre relevé de calage. Et on va importer les différents débits, les différentes hauteurs, les différentes pluies qui sont liées, les différentes vitesses, si on en a, les différentes hauteurs qui sont liées à notre calage et qui vont ainsi pouvoir être utilisées pour pouvoir comparer nos résultats avec les données de calage. Donc j'en ai créé une petite là avec trois scénarios où j'ai testé avec des rugosités différentes. Donc oui, pour utiliser cet outil, pardon, je vais un peu vite. Pour utiliser cet outil, il faut aller dans Résultats, Rapport graphe personnalisé, pardon, et donc graphe de calage. On va pouvoir indiquer donc notre événement de calage, donc c'est par exemple le relevé du 1er janvier 2019. On va dire quelles sont les simulations qu'on souhaite comparer. Il va faire automatiquement le lien avec entre les objets de notre relevé et les objets de notre réseau. Parce qu'effectivement, je ne vous ai pas dit, mais dans les débits, par exemple, ça ressemble aux conditions limites que vous avez sûrement déjà rencontrées. Il faut avoir indiqué à quel objet est-ce que ça se réfère. Donc en allant dans les propriétés des profils, là je ne peux pas parce que je l'ai utilisé.
Voilà. Et donc, on indique dans le graphe de calibration, donc le graphe de calage, notre événement de calage, les simulations qu'on souhaite comparer. Éventuellement, si besoin, on a fait une liste de sélection de nos points de calage. Donc moi, par exemple, j'ai pris juste 3 débits là sur 3 conduites différentes. Donc on peut l'indiquer ici, la liste de sélection, mais si c'est bien indiqué, normalement, il n'y a pas de problème, il fait la liaison. Et une fois qu'on a terminé cela, on peut directement basculer en mode visualisation des données. Et là, on peut comparer notre calage. Donc le calage est en vert. J'espère que vous voyez bien les couleurs. On peut venir zoomer pour voir ce qui se rapproche le plus de notre calage. Donc si on regarde cette courbe-là, par exemple, on voit que on est entre le rouge et le jaune. Donc la rugosité est entre 0,1 et 0,5. En réalité, elle était à 0,3. J'ai changé juste pour faire quelques scénarios et vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Mais bon, je pense que c'est un outil vraiment très puissant pour pouvoir réussir à travailler son calage et à se rapprocher rapidement en faisant des comparaisons très rapidement. Il y a une petite limite toutefois. Il faut savoir qu'on peut uniquement indiquer des données sur des liens. C'est-à-dire que si on a un niveau dans un nœud de stockage, qui arrive très régulièrement, on est d'accord, on ne va pas pouvoir lui indiquer, donc si je le fais rapidement, si on fait auteur observer, on ne va pas pouvoir lui indiquer dans les propriétés des profils, on ne va pas pouvoir lui indiquer de nœud. Il veut absolument utiliser le lien. Mais ça, c'est pas très grave, puisqu'en fait, on peut très bien utiliser la hauteur à l'aval ou à l'amont du lien. Donc, on peut dire, et je l'ai fait ici. Donc ici, dans mon relevé de débit, j'avais hauteur observée, j'avais depth, pardon, qui était sur le lien 0302.2. Et donc, c'est sur celui-ci. Et on va pouvoir très facilement, du coup, récupérer la hauteur. C'est le 0302. Hop, le nom est ici, 0302. Donc, on a bien récupéré la hauteur sur notre nœud. Voilà. On a un tableau également qui nous récapitule un petit peu les résultats, etc., etc. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour quand on fait du calage et tout le monde passe vous passez tous par l'étape calage. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Voilà pour l'événement de calage. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'était l'analyse des périodes de retour. C'est également quelque chose qui n'est pas très connu, mais dans ICM, dans les résultats, on a dans les rapports tabulaires un rapport d'analyse périodique qui est en fait un rapport des périodes de retour, de criticité des conduites vis-à-vis des périodes de retour, où on va pouvoir du coup récupérer des simulations avec des pluies de périodes de retour différentes et la comparaison de ces différentes simulations vont nous informer de la capacité maximum en termes de période de retour de chacune des conduites. Donc on récupère un tableau avec différentes informations. Donc la première information, c'est la période de retour à partir de laquelle il va y avoir une mise en charge, donc 5 ans pour cette conduite par exemple. La deuxième va être à partir de laquelle il va y avoir un débordement, donc 10 ans. Et s'il existe une étoile, je ne sais plus, on a aussi le débordement induit. Et l'étoile, je ne sais plus ce que c'est, je suis désolé, vous m'en voudrez pas. Si vous voulez plus d'informations, de toute manière, j'ai créé des fiches là-dessus, donc vous pouvez toujours demander au support, on vous enverra ça. Ensuite, du coup, ces informations-là, on les retrouve directement sur le géoplan.
Donc on voit par exemple cette conduite-là, elle se met en charge à partir de 50 étoiles. Alors, comme je l'ai dit, je ne sais plus. Mais par contre, elle ne déborde pas, alors que celle-ci se met en charge à partir d'une période de retour de 5 ans, mais elle déborde à partir de 10 ans. Vous allez me dire, mais les pluies de projet, comment est-ce qu'on les paramètre? Alors, effectivement, il y a deux manières de faire. Soit on utilise des pluies de projet en laissant cocher cette case, et on détermine des pluies de projet à partir des pluies de débord ici. Honnêtement, c'est très limité puisque ces pluies de débord, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elles sont d'une durée uniquement de 4 heures, donc c'est très restreignant. Donc le mieux, c'est plutôt de créer une pluie classique, une pluie expérimentale, observée, donc de décocher. Et une fois que vous avez créé cette pluie, vous pouvez lui indiquer qu'en fait, ce sont des pluies de projet en allant dans les propriétés des profils, propriétés des sous-événements, autant pour moi, dans les propriétés des sous-événements, vous devez lui indiquer la période de retour en année à laquelle correspond cette pluie et la durée de la pluie de cette pluie de projet. Donc en faisant ça, on peut derrière faire les simulations. Donc là, on a juste des périodes de retour 1 an, 240 minutes. Donc on a juste fait des simulations sur des périodes de retour différentes avec une même durée, mais vous pourriez avoir je sais pas, une vingtaine, une trentaine de simulations avec plein de périodes de retour et des durées différentes. Lancer directement l'analyse via du coup le graphe personnalisé, le rapport tabulaire, les rapports d'analyse périodiques et récupérer très facilement une analyse complète de notre réseau. Voilà, donc j'ai pas vu encore de cas où ça avait été utilisé, mais je pense que ça peut être quelque chose de vachement intéressant. Vous pouvez faire des retours à ce propos d'ailleurs si ça vous intéresse et si vous avez davantage d'informations, notamment sur la petite étoile qui reste un petit mystère parce que je crois que ça va pas me revenir. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin, je voulais également vous parler d'une troisième chose qui n'est pas forcément connue, qui est la capacité à pouvoir calculer la capacité d'un réseau en fonction d'une certaine cote. Donc, ce sera plus destiné aux personnes qui font du dimensionnement de réseau. Donc, effectivement, il est possible de connaître la capacité de notre réseau. Donc, ça va être la somme de toute la capacité des conduites, plus la somme des capacités des bassins et la capacité des nœuds, des regards. Donc, pour ça, on va dans Modèle, capacité de stockage, et on peut faire la capacité du stockage du réseau. Donc, si on laisse la cote maximum, puisqu'il va chercher directement la cote maximum existante sur notre réseau, il va calculer automatiquement le stockage en fonction de la cote. Donc, ça prend un petit peu de temps puisqu'il fait une petite somme entre beaucoup d'éléments quand même. Donc, on voit qu'on a, en fonction du niveau d'eau, un certain volume de stockage possible. Si on ajoute, donc dans un second temps, là, j'ai ajouté un avec bassin, j'ai rajouté un petit bassin à cet endroit-là. Là. Donc, mon bassin, il est à une cote de 13,49 m. Donc, je peux par exemple sortir très rapidement la capacité de stockage de mon réseau au-dessus de 16 mètres et on va voir qu'il va rajouter. Alors, normalement, ça est plus vite. Il va rajouter la capacité du nœud. Alors là, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais cette analyse sur l'ensemble du réseau. Mais en réalité, on peut aussi la faire sur une petite sélection. Si on sélectionne uniquement ce petit quartier qui est à redimensionner,
On peut très bien faire la même chose, faire une capacité du stockage. Alors, ça va prendre beaucoup moins de temps. Et en fait, ces informations-là vont être à mettre en parallèle avec les résultats, parce on voulait parler surtout des résultats aujourd'hui. Ça va être à mettre en parallèle avec les résultats qu'on obtient quand on va dans résultats, rapport de résultats, sur les rapports synthétiques de simulation. On va avoir le dimensionnement dynamique de mon réseau, le stockage dynamique, pardon, de mon réseau. Et on voit du coup que y a un décroché dans mon scénario avec bassin. On continue à pouvoir stocker, alors qu'avec le scénario sans bassin, on a une perte. On a une perte de notre écoulement, de notre volume d'eau, ce qui fait que ça induit beaucoup de débordements sur notre réseau. Donc voilà, ça peut aider au dimensionnement, je pense, de pouvoir travailler sur ces capacités de stockage et sur le stockage dynamique, mettre en parallèle ces deux informations-là. Il faut toutefois savoir quand même que dans ce stockage dynamique, il compte les débordements dans les nœuds comme étant du stockage. Donc pour pouvoir avoir des informations intéressantes sur le stockage dynamique, là, il faudra faire des tests en passant tous les nœuds de débordement, les types de débordement sur les nœuds en type Lost. Sinon, effectivement, on aura certes on aura du stockage dans les nœuds, dans les cônes de débordement des nœuds, ce qui n'est pas forcément très très intéressant. Et donc, dans cette analyse-là, en tout cas, c'est pas forcément très intéressant. Mais voilà, au moins, en passant en Lost, on arrive à avoir des différences qui peuvent être cette fois intéressantes. Voilà, bon, j'espère que ça a pu vous donner des idées sur des nouvelles fonctionnalités du logiciel et qui pourront vous aider à mieux comprendre vos réseaux, mieux analyser vos résultats et voilà. Donc, Merci Malo. voilà. On va passer à l'échange, aux questions-réponses. On avait déjà eu quelques petites questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, au cas où des personnes auraient le même genre de questions, je vais les repasser. Donc, on a eu une question qui était de savoir s'il y avait des fiches d'aide pour le codage des requêtes SQL. Aujourd'hui, il n'y en a pas en français. Par contre, vous avez deux rubriques dans l'aide en ligne. Using SQL et SQL Syntax qui sont assez descriptives. Ça reste en anglais. S'il y a vraiment un besoin d'avoir ces fiches en français, on pourra faire l'effort de vous créer ce genre de fiches. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec vos requêtes SQL. Est-ce que vous voulez vraiment être autonome? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive simplement de temps en temps? Et dans ces cas-là, nous, on peut vous aider à créer ce genre de requête SQL sans que vous ayez à passer 3 heures dessus, ce qui peut arriver facilement. Une autre question était de savoir pour les événements de calage, est-ce que ça fonctionnait pour comparer donc soit un limigramme, soit un livrogramme sur un profil en travers, donc sur un bief rivière. Donc oui, c'est possible, mais il faut penser lors de la construction de votre bief rivière à mettre un nœud au droit de cette section pour que vous puissiez en fait avoir une coupure et pouvoir voir l'amont du nouveau bief et regarder les variables au droit de cette section, donc à l'amont du bief. Donc oui, mais petite astuce à avoir. Donc ceux également qui veulent avoir la fiche d'aide sur les périodes de retour, n'hésitez pas à vous manifester. Et c'était tout pour les questions entre-temps. Donc on vous invite, comme la dernière fois, soit à écrire vos questions dans le petit encart réservé, soit à lever la main pour prendre la parole directement. Donc on a une question ici qui arrive d'Audrey Forest. Qui dit l'analyse de la période de retour est très intéressante pour la création des pluies de période de retour basée sur quel coefficient de Montana mis à jour régulièrement. Récemment ou pas souvent. Alors, Malo, je te laisse lire. J'ai eu un problème d'affichage sur mon écran là. Hop. Alors,
Pour la Ça création des faisait... pluies de période de Ah, retour basée sur quel coefficient de montagne vous ouais, avez quelque part. régulièrement, ça ou pas? Euh, non, alors je pense que la question c'est par rapport à la création de pluies de projets directement dans le logiciel. On est d'accord que le créateur de pluies de projets dans ICM, il est vraiment pas idéal parce qu'on peut pas changer la taille, la durée des pluies de retour, des événements, pardon, je vais y arriver. Et on peut en plus mettre uniquement une valeur de coefficient de Montana. Enfin voilà, c'est pas l'idéal. Je pense que dans l'idéal, ça pourrait être une chose que nous on demande à Innovize éventuellement de pouvoir mettre à jour un peu son concepteur parce que ce serait pas mal pour les utilisateurs français. Enfin bref, pour le moment, je pense que nous chez Geomod, on vous conseille plutôt de faire vos pluies de projet en dehors dans un fichier Excel en fait. Et ensuite, donc comme je l'ai expliqué rapidement, de indiquer que c'est des pluies de projet en allant dans les propriétés des sous-événements et en disant que la période de retour, l'année de période de retour, le nombre d'années de période de retour et la durée de la pluie. J'espère que je réponds bien à la question. Je suis pas tout à fait sûr. Si tu veux Audrey, on peut te passer la main. Je vois que tu as levé la main. On va te la passer comme ça au moins. C'est un petit peu plus clair. Nava, pour ce pied contre-temps, j'ai des soucis de connexion. J'ai dû enlever ma caméra. Hein, donc, sinon, Alors je Audrey, vois plus mon écran. Audrey, ok. à toi. Audrey, j'ai dû te couper. Je t'ai donné le son, mais par contre le son doit être coupé chez toi. Voilà. Vous m'entendez? Oui, ça y Très est. bien. Ok. Oui, ça répond à la question. En fait, j'avais pas bien compris. Donc, sur l'événement de pluie, on crée notre événement de pluie et après, on le définit comme on définit C'est sa ça. période de retour, mais c'est nous qui le créons de base, quoi. C'est ça, c'est ça. De Ok. base, vous allez le faire à l'extérieur du logiciel et puis vous allez l'importer en tant que plus observé en fait. Mais D'accord. vous allez lui dire ici que la période de retour de cette pluie-là sera temps et sa Ouais. durée. J'avais pas compris en fait. Je pensais que ce petit encart permettait d'appeler des coefficients de Montana ou quoi, mais non. Mais du coup, Non, ça non, répond. non. C'est Très Merci. bien. pas encore possible dans ICM. On essaye de voir comment mettre à jour les pluies de débord dans ICM pour que ce soit bien plus flexible et à jour comparé à ce qui est fait aujourd'hui. Mais c'est pas encore le cas. Vous serez les premières informées lorsque ce sera le cas en tout cas. Ok, Ouais, c'est vrai merci. que ce serait pas mal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres N'hésitez pas à questions? lever la main si vous avez des questions, prendre la parole, ou si vous voulez pas prendre la parole ou que vous n'avez pas de micro, n'hésitez pas à écrire. Ou si vous avez des demandes particulières sur des résultats que vous aimeriez voir, on peut vous indiquer si c'est possible éventuellement de le faire avec des requêtes SQL ou sur d'autres manières que nous on connaît que vous ne connaîtriez pas. N'hésitez pas à nous demander, je pense que c'est toujours des choses. J'ai cru voir Mathieu Penser lever la main, mais peut-être que c'était une erreur. Et je vois qu'Audrey, on peut te redonner la main si besoin. Ah oui. Oui, du coup, j'en profite, je pose une deuxième question. C'était sur les stockages en réseau, le dernier point. Ouais. Je vois qu'il y a des constructeurs là, qui nous proposent des, des ouvrages, des vannes particulières pour faire du stockage en réseau. Est-ce que c'est quelque chose au niveau de la manière de modéliser ces appareils-là, vos recommandations, c'est plutôt un contrôle Alors, utilisateur ou autre chose? Alors c'est un truc qu'on n'a pas encore vraiment. Enfin moi personnellement, j'ai pas encore été fouillé un peu là-dedans, mais il existe des nouveaux objets qu'on n'a pas présentés non plus dans les objets, dans les nouveautés ICM, mais depuis la version 11.0, 11.0, je crois, il y a des nouveaux objets dans les règles RTC. Je ne sais pas si vous les avez vus. Et dans les règles RTC, il existe des nouveaux objets qui sont les fonctions membres, les règles floues. Et en fait, ça va aider justement à faire ce genre de choses, c'est faire du stockage dans le réseau via des conduites
Alors, c'est encore flou, même pour moi, j'avoue que j'ai pas encore tout ça bien en tête, mais je pense que je vais me poser là-dessus un peu et essayer de faire des fiches pour faire ce genre de choses, parce que je sais qu'effectivement, c'est un sujet qui vient de plus en plus. J'ai notamment vu quelques articles de blog sur le site d'Innovice qui parlait de ce genre de choses. Donc, enfin, je vais essayer de vous faire un petit retour là-dessus sur comment on peut utiliser ces différentes choses. Parce que ça doit être, enfin, je pense que c'est très intéressant. Ouais. Mais merci d'en parler parce que c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais aborder également. Bah, merci. Mathieu Pansard, on peut donner la main si ça va. Oui, bonjour, Mathieu. vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Oui, dans les exports de résultats, je voulais savoir s'il était possible de faire des exports SIG à partir de différentes simulations. Par exemple, avoir les débits ou les taux de remplissage pour différentes pluies sur les conduites dans un seul envoi, dans un seul fichier SIG. Oui, ce sera possible. Il y a quelques manipulations à faire. Il faudra a priori utiliser une requête SQL pour remplir les champs utilisateurs. Ok. Donc, par exemple, calculer, mettre le débit, mettre le taux de remplissage, etc. Alors, par contre, pour le débit, le taux de remplissage, soit on va choisir un pas de temps, soit on va choisir un maximum. On va pas pouvoir mettre tous les pas de temps par Ouais. contre. Il faudra qu'il y ait un export par pas de temps, mais à chaque fois, il faudra remettre à jour avec une requête SQL. Donc, il faut choisir soit un pas de temps, soit un maximum, soit un minimum. Potentiellement mettre à jour avec une requête SQL la table attributaire et après l'exporter. Ok. Mais du coup, alors je dis ça, à vérifier quand même qu'on arrive à réinjecter le résultat dans le réseau directement. Donc à revalider, en théorie c'est faisable, en pratique il y a peut-être un petit blocage, donc à retester et revoir potentiellement, mais l'idée serait de faire comme ceci. Si par contre on veut faire un export d'une variable déjà existante dans ICM, simplement on exporte le résultat au format shape, on aura tout ça. Là où je disais pour l'utilisation de la requête SQL, ça va être pour des variables qu'on aura créées nous-mêmes, donc par exemple le pourcentage de remplissage comme on a vu tout à l'heure en début. Merci. Oui, je confirme, c'est possible, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, même si vous avez, c'est pas une question, c'est juste une remarque, quelque chose à dire, un disclaimer, je dirais. N'hésitez surtout pas à vous manifester, soit par écrit, soit à l'oral. Bon, je pense qu'on n'a plus de questions. A priori, ah si, il y a Malo, une si question t'envoies une. pour Audrey, visiblement. Je vais repasser la main à Audrey Forest. Oui, c'est pas vraiment une question, mais c'était juste pour Mathieu Pansard. Du coup, maintenant, on a déjà un tout petit peu travaillé ensemble quand j'étais à Nantes. Et du coup, c'était pour te dire que maintenant, j'étais au Liponant et du coup, je travaillais pas mal sur le modèle InfoWork. Donc, si tu as envie d'échanger sur les pratiques, ça peut être intéressant. À la dernière session, tu avais parlé des Escherichia coli. Je sais pas si tu fais de la qualité aussi, mais nous, on essaye de commencer à faire de la qualité à Audiponant, donc n'hésite pas à me contacter. Je sais pas si tu peux me donner ton mail ou quoi. Mathieu, tu peux parler aussi, on a laissé ton micro ouvert. Ok, bonjour Audrey. Oui, ça m'intéresse qu'on rentre en contact, donc oui, on pourra échanger en dehors de la formation. Oui. Ok, bon bah super.
Merci. N'hésitez pas, hein, les autres personnes qui ont vu, d'anciens collègues ou quoi que ce soit, à échanger. Le but aussi des réunions utilisateurs, c'est d'échanger entre utilisateurs que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. Le but, c'est vraiment voilà, d'avoir un échange sur des pratiques, pas forcément nous toujours que nous présentions. Malheureusement, on a vu, hein, on a demandé à plusieurs d'entre vous de faire des présentations. On a bien compris que les plannings étaient très, très chargés. Nous-mêmes, on a des plannings très chargés. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On est là pour présenter, mais n'hésitez pas à échanger aussi entre vous. Et si, en tant qu'utilisateur, vous souhaitez faire des présentations de projets qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous, etc., on n'est pas obligé forcément de passer par ces sessions ici qui sont prévues. On peut prévoir d'autres sessions externes qu'on organiserait ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ? Si ce n'est pas le cas, on va clôturer pour vous laisser vaquer à vos prochaines occupations. Comme on a dit, on essaye toujours de finir à 14 heures maximum. Il nous reste 3 minutes, donc on est très très bon en timing, je crois, pour cette session. Bon. Dernière chance, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on vous remercie tous pour votre participation, votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui arrivent après, ou même utiliser les prochaines sessions pour poser vos questions. Et si vous voulez être en contact avec des personnes que vous avez vues, etc., lors de ces sessions, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. On fera part de votre demande de l'autre personne pour qu'elle vous recontacte. On peut faire aussi intermédiaire pour vous mettre en contact, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, merci à vous.